Salut, c'est Thomas de Polyworkshop et aujourd'hui je vous propose de découvrir la Reflex RS Turbo de Agears, qui est une imprimante 3D résine présentée pour être plutôt dans le haut de gamme que, on va dire, une machine low cost, le tout dans un écosystème fermé. Alors je vous le cache pas, cet écosystème, ça va être un des points forcément importants du test et beaucoup de discussions à la fin par rapport à ça. Et je vous invite justement à rester dès maintenant jusqu'au bout, car il y a du très bon sur la machine comme du, on va dire, questionnable. Et surtout, et comme souvent, je vais vous partager mon avis en fonction des différents types d'utilisateurs. Vous soyez plutôt un amateur, un pro, quelqu'un d'exigeant, plutôt dans la bidouille, vous avez plutôt un intérêt pour la simplicité ultime. Bref, l'imprimante aura beaucoup de sens ou peut-être beaucoup moins. Et je précise toutefois que bien que j'ai le nouveau modèle turbo, j'ai aucun moyen de comparer avec la version non turbo, donc je vous le dis dès maintenant, il n'y aura pas de comparatif entre les deux versions durant le test, mais je parlerai comme de la vitesse à la fin. Et je vous invite à prendre 30 secondes dès maintenant pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et montrer aux marques qu'elles peuvent travailler avec moi, car certaines regardent avant tout le nombre d'abonnés et pas forcément la qualité des tests. Et donc, si vous voulez plus me soutenir, il y a aussi les souscriptions payantes qui donnent quelques petits avantages en plus, voilà, histoire vraiment de soutenir la chaîne. Et puis, enfin, vous likez la vidéo, vous profitez pour vous lâcher dans les commentaires tout au long de la vidéo pour profiter, pour me dire un petit peu ce que vous en pensez au fur et à mesure. Et puis surtout, partager la vidéo autour de vous. Et j'en profite pour le point transparence, la machine m'a été envoyée par Agears gratuitement pour en faire le test. C'est pas un test sponsorisé, j'ai ma liberté de parole comme d'habitude. Et puis vous avez aussi tous les liens en description de la vidéo, que ce soit les modèles 3D, la machine, les accessoires et tout ce qui va à côté. Certains sont affiliés, ce qui fait que quand vous allez cliquer dessus, ça ne changera rien pour vous. Puis si vous faites un petit achat, il y aura une petite rétro-commission pour la chaîne, ce qui va forcément m'aider. Allez, trêve de blabla, c'est parti pour le test. Et on va commencer par les specs de la machine avec notamment l'écran. Et ça, c'est vraiment un des points forts de cette machine, annoncé tout du moins. Un écran à très fort contraste. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est très très important dans les imprimantes 3D résine, souvent négligé. Avec en plus un très bon contrôle de l'uniformité de la lumière. Et vous voyez, là, ce qui montre en vidéo, la direction, les rayons lumineux sont réorientés pour arriver de façon le plus perpendiculaire possible à votre impression 3D. Ça joue énormément pour le côté le piqué, la précision de vos impressions 3D. Donc là, vous voyez un petit peu de la comparaison entre le avant et après avec d'autres machines. Mais je vous le dis dès maintenant, c'est quand même plutôt vrai. C'est un des points forts de cette machine. Et en plus, il y a des protections au niveau de l'écran pour améliorer sa durée de vie dans le temps. Et oui, l'écran, c'est quand même du consommable. Et d'ailleurs, au passage, il se change très facilement sur la machine. Tout arrive, pré-calibré. Et ça, c'est aussi, il y a zéro prise de tête là-dessus avec de la compensation au niveau de l'éclairage dans le temps. Bref, c'est assez technique, mais pour vous dire que dans la réalité, ça marche bien. Et là, voilà, sur le site internet, il vous montre l'uniformité de la lumière au niveau de l'écran. Et c'est quand même très homogène, en tout cas ce qui est annoncé, donc on peut imprimer sur vraiment toute la surface de l'écran et c'est plutôt cool. Sinon pour le reste, tout arrive, tout est précalibré, vous avez des éléments de franchement bonne facture, la position au niveau de l'écran à plus ou moins 2 microns, il y a la compensation pour l'axe Z, ce qui permettrait, donc tout du moins annoncé, de limiter les déformations sur le côté vertical et améliorer l'assemblage, ça joue beaucoup au niveau du slicer, la précision de la machine, on est sur du 8K, je vous le dis dès maintenant, donc c'est pas les écrans les plus précis en termes de résolution, mais il n'y a pas que ça, bref, beaucoup d'algorithmes, beaucoup d'éléments faits pour optimiser au maximum la qualité de vos impressions 3D. Vous avez notamment la détection de force, donc des force sensors que l'on voit sur aussi d'autres machines pour détecter ce qui se passe et bien évidemment adapter votre impression en fonction. Et vous avez le reste, la calibration automatique du plateau, le bac chauffant optionnel, je précise, et vous avez le remplissage de résine. Au niveau des specs dans l'ensemble, c'est kiff-kiff sur les deux versions des machines avec un volume d'impression de 222 par 122 par 228 mm. Mais vraiment, tout est exactement pareil entre les deux machines. Et voilà, ce que j'ai reçu beaucoup de cartons parce que j'ai le kit complet avec l'imprimante 3D, la machine de curing, la machine de wash. J'ai eu de la résine, le bac chauffant, bref, voilà. Donc on découvre la machine. Le déballage se fait sans aucun problème. Il y a beaucoup de protection, vraiment, il y a beaucoup de plastique tout autour de la machine. Donc ce qui fait que elle arrive nickel. Et je vous le dis dès maintenant, dès qu'on déballe tout ça, ça sent vraiment la qualité, ça sent
la machine plutôt haut de gamme. Ça se voit au niveau de la fabrication, du carénage. Le plateau en lui-même, il est en acier inoxydable et pas en aluminium qu'on le trouve ailleurs, donc a priori mieux dans le temps. Il pèse son poids, je vous le cache pas, très joli. Franchement, gravage laser. Alors les petits points d'accroche en dessous qui n'impacteront pas votre impression, je vous le cache pas. Le tout s'emboîte facilement avec ce système, voilà, pour attacher le plateau, vraiment indécent. C'est vraiment, je vous dis, très qualitatif. Le bac en lui-même, avec un film NFEP PFA au fond, et vous voyez ces petites rondelles ici, ça permet en fait de minimiser l'accroche de vos impressions. Là, vous avez le système pour le remplissage de résine, on verra ça par la suite, et au dos, les vis assez classiques, avec notamment les petits ergots pour surélever le bac quand on le pose sur une table, et là notamment vous avez un petit sensor. Il y a pas mal de capteurs comme ça ici et là dans la machine. Alors vous voyez les petites vis pour accrocher ne s'enlèvent pas, ce qui est quand même pratique. Vous voyez ici un autre capteur de température pour voir ce qui se passe à l'intérieur de la machine, et à la fin voilà, on a quand même quelque chose de plus ou moins joli avec vous voyez dans le bac les niveaux de température minimum maximum. À l'arrière ici vous avez des petits passages pour faire passer un câble électrique pour justement le bac chauffant, on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo, je l'installerai donc par la suite. Et vous voyez même aussi les trucs bêtes, les vis vraiment bien serrées, alignées, marquées. Vous avez sur le côté des petites lumières, vous verrez par la suite aussi du côté ambré, et vous savez que j'adore ça, le capot pivotant et qui reste en position où on le laisse, c'est pareil, c'est vraiment ultra quali, c'est cool. Sur le côté vous avez les différents connecteurs, carte micro SD, ce qui est assez rare pour ce genre de machine, l'alimentation, connecteur USB, donc voilà, c'est vraiment du grand classique. À l'arrière on peut mettre une cartouche de résine, attention quand vous la mettez, parce que ça commence à couler directement, je m'en suis rendu compte, là je testais pour la vidéo et je me suis dit zut, et forcément ça coulait à l'intérieur. Donc c'est un système qui est très très simple, mais j'avoue que plus c'est simple et mieux ça marche. Là vous avez la machine pour le nettoyage avec un système en dessous de valves qu'on a aussi sur le dessus, des petits couvercles. Donc là à ce moment-là je ne sais pas comment ça marche, vous allez voir donc par la suite. Le système à 2 conteneurs, et donc vraiment j'avais pas regardé la doc, je sais pas trop, c'est pas bête leur système, mais c'est un peu étrange, et surtout vous voyez l'agitation se fait par la machine et pas par l'intérieur. Voilà, c'est un peu bizarre. La machine de cure, donc de polymérisation, une fois que vos impressions sont terminées, elle fait vraiment ultra quali, j'avoue que ça m'a assez impressionné. Avec un réglage de durée, mais aussi de température. Et oui, ça cure et ça chauffe pour finir de cuire à l'intérieur, au cœur de vos impressions, ce qui est plutôt bien, notamment pour des des résines, je dirais plutôt professionnelles, voire assez spécifiques. Donc c'est quand même cool. Le contrôle se fait directement, par cette petite molette. On appuie longtemps pour revenir en arrière. Si ça vous arrive, ne cherchez pas comme moi. Et vous voyez que tout se passe bien. On peut contrôler, on peut arrêter, on peut recommencer. Voilà, donc des fonctions assez basiques, et surtout, la machine va s'arrêter quand vous l'ouvrez. Point de vue sécurité, vous voyez l'intérieur, c'est quand même pareil, très très réfléchissant, plateau tournant. Vous avez ici à l'arrière les grilles pour la chauffe, la ventilation et la chauffe de vos impressions. Des charnières assez costauds. Vraiment, la machine respire le qualitatif. Et là, je vous le montre dès maintenant, je ferai l'assemblage par la suite, le système du plateau chauffant, mais aussi qui permet de rajouter le module pulsant. Pareil, je le montre sur la fin. Et maintenant, le premier lancement de la machine. Alors on voit un petit peu l'installation, les time zones, vraiment les trucs classiques. On va récupérer l'information réseau, je me connecte au réseau Wi-Fi, je rentre mon mot de passe, voilà tout ce que l'on peut faire. Et vous avez le petit système qui vous accompagne au fur et à mesure, avec bien évidemment la mise à niveau du plateau, la calibration. Alors je vous le dis, là ici, j'ai eu un petit problème de testing au niveau du plateau. Je l'ai refait une deuxième fois, ça a très bien marché. Bon, j'ai pas trop compris, vous voyez ici le leveling a été passé et on n'a plus qu'à passer à la suite, découvrir les menus. Alors là par contre, je vous le dis dès maintenant, c'est un peu le foutoir, parce que vous avez des choses globales sur la machine, le Wi-Fi, le cloud, la mise à jour, donc ça c'est très bien, en fait j'ai mis à jour la machine donc par la suite, et vous avez le nettoyage du tank, donc je vérifie du tank, vous avez du bac, comme ça je vois que l'écran marche, ce qui est quand même on va dire rassurant. Vous avez les paramètres ici, alors là il y a pas la résine en fait qui était mise dessus, la durée de vie de l'écran,
tous les différents modules. On peut voir aussi, vous voyez, le réglage du plateau, il se fait en fait tout en bas du menu. Et vous voyez ici, j'appuie sur le plateau, on voit les valeurs de détecteur de détection de force du plateau. Sur les côtés, il se passe rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est au niveau de l'écran. Et si on appuie même sur le back, ça ne change pas la calibration de l'écran. Donc vraiment, ça qui est plutôt très très bien fait. Et vous voyez les choses complémentaires, il y a aussi le système pour calibrer la mise à niveau de la machine pour être sûr qu'on est à 0. Bref, on va partir en production. J'installe la résine PAP10 sur la machine de nettoyage. Et oui, elle sert aussi à agiter la résine parce que vous avez des résines souvent plutôt professionnels, spécifiques, qui ont besoin d'être agités, et des fois pendant des heures, ce qui fait que voilà, la machine permet de faire cette agitation. Et ça, par contre, c'est vraiment cool. Mais regardez bien comment ça fait bouger entièrement mon plateau, vous voyez, avec les différentes machines dessus, et là, j'ai qu'une bouteille, vous imaginez, avec un bac d'IPA relativement lourd, voilà. Donc je fais le remplissage de la machine avec la cartouche, donc cette résine que je viens d'agiter à l'instant. Là, j'accélère la vidéo, c'est pas le plus rapide, c'est le grand classique. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on remplit avec une bouteille de résine au maximum, après on fait de l'entretien avec la bouteille de résine. Et je suis passé, donc vous l'avez deviné, dans leur slicer. On choisit votre imprimante 3D. Est-ce que j'ai un add-on? Non, je n'en ai pas. Quel usage je vais faire? Et je vais prendre ma résine directement, donc ma PAP10. Je vais choisir en dessous la résolution. Vous remarquez, j'ai que deux configurations, 30 ou 50. On peut pas choisir. Je valide, j'importe mon modèle dans le slicer. Vous voyez, il y a du multiplateau. Je prends mon petit poussin, le truc assez classique, et je découvre un petit peu comme ça l'interface, les différentes fonctions, une petite rotation vers l'arrière. Bah oui, j'ai besoin de support pour imprimer ce modèle. En fait, non, mais je voulais essayer. J'essaye les fonctions des vidages. Je dois rajouter, bien sûr, un trou en dessous. Donc, vous voyez, le but ici, c'est plutôt de découvrir avec vous le slicer. On est dans un écosystème fermé, donc forcément, le slicer va être un des points importants, et vous savez à quel point c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc j'ai pu faire directement le petit trou. Pour ajouter les supports, il n'y a qu'un type de support, les truss supports, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est ce qui va en être. Vous avez les différents paramètres de diamètre, c'est quand même relativement fin finalement, le diamètre des supports de 0,7 mm. Là vous voyez les points de contact, il y a quand même pas mal de fonctionnalités si on va aller un petit peu plus loin. Là j'ai généré mes différents supports, donc vous voyez le modèle c'est surélevé, et j'ai des choses assez classiques, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est deux petits supports là au niveau du bec et sur l'arrière, je pense un peu dispensable. Je passe en mode manuel, je les sélectionne, je les supprime, voilà, donc assez simplement. Alors je vous le dis dès maintenant, par rapport au support manuel, on peut en rajouter, mais ça n'aura pas la même performance que l'on peut avoir sur d'autres slicers, Litchi en l'occurrence, bien évidemment pour moi. Bref, peu importe, et là je décide de slicer le modèle. Donc le slicing est fait, c'est assez rapide. Pour ce modèle-là, j'en parlerai un peu par la suite, je n'ai plus qu'à l'envoyer vers la machine, donc mon slice a été fait, il est en local sur l'ordinateur, voilà, je peux directement me connecter en réseau, d'où l'intérêt du côté Wi-Fi, ça va s'envoyer. Alors je vous le dis maintenant, l'envoi est assez lent, là j'accélère les choses, mais pour 41 mégas, ça a pris un petit peu de temps quand même, et il n'y a plus qu'à éventuellement visualiser le slice. Alors je précise entre temps, j'ai rajouté mon modèle DQ, que j'utilise toujours pour les calibrations, que j'ai importé, un STL avec ses pré-supports, histoire de, voilà, et maintenant je lance l'impression. Vous avez remarqué que le plateau est descendu vite, c'est accéléré bien sûr, il s'est arrêté quasiment au niveau de la résine, et vous regardez au niveau de l'écran, vous avez la courbe des forces détectées par le plateau, ce qui permet de voir si ça se décolle ou ça se décolle pas. Et bien évidemment l'imprimante, elle, en fonction de ce qui se passe et ce qui est anticipé, va éventuellement arrêter l'impression ou adapter certains paramètres. Alors j'ai pas trop vu la différence dans mes tests, je vous le cache pas. Alors en termes d'impression, ce qui est pas forcément visible pour nous l'utilisateur du côté fonctionnement, mais les impressions sont sorties toutes nickel, donc ça doit faire son travail en tâche de fond. Je veux pas rentrer dans le côté technique, ce qui est pas le plus important pour moi. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est ce que j'ai là, c'est-à-dire j'ai mon impression qui est réussie et en plus doit être de bonne qualité. Et là, vous voyez, mes impressions ont bien accroché au plateau, c'est assez propre. Vous voyez, l'impression a duré quand même 4h10 minutes pour des modèles en 30 microns pour la taille. C'est pas forcément top. Et là, vous voyez le niveau de résine a baissé. Oui, ce que je disais tout à l'heure, ma bouteille s'est vidée directement pour remplir le bac, mais j'ai pas remplacé la bouteille. Et là, vous remarquez le plateau, sur le dessus, j'ai plein de résine, et la résine en elle-même, au fond, a commencé à sédimenter. Ça, c'est un autre sujet. Et donc, je reviens sur le plateau. Le plateau plat, il est très joli, mais
eh ben, je suis obligé d'utiliser une spatule en silicone pour enlever l'excédent de résine avant d'enlever le plateau, parce que sinon je risque d'en mettre un petit peu partout. Donc voilà, ça c'est un petit peu le problème. Donc le plateau est plutôt cool, franchement, il est plutôt bien. On n'en met pas partout. Ça c'est quand même aussi un point positif. Les impressions, vous voyez maintenant entre les mains, ça a plutôt bien tenu. Je vous montre le process avec mes spatules. J'ai mis le lien en description de ces spatules, elles sont vraiment géniales. J'ai pu tout enlever. Je passe un petit coup d'essuie-tout sur le plateau pour enlever l'excédent de résine. Ne nettoyez pas vos plateaux à l'IPA systématiquement, ça sert vraiment à rien tant que vous changez pas de résine. Par contre, vérifiez qu'il n'y a pas de petits déchets, comme là je vois il y a un petit bout de résine qui est collé dessus, donc vraiment enlevez ça. Et maintenant, il faut que je passe au nettoyage, donc la machine se trouve entre les deux. Vous voyez ici la petite valve qui va servir à recevoir ou pas du liquide, et un petit clapet pour laisser passer l'air. Et au fond, vous avez, sur les deux bacs c'est exactement la même chose, cette petite grille pour faire évacuer l'alcool IPA. Là vous voyez il y a le petit la petite valve qu'on va activer ou pas, ça c'est dur au début et là vous avez le dessous, et donc l'alcool IPA du haut va se vider en bas, vous allez le voir au fur et à mesure. Et là je remplis d'IPA, je mets même pas 2,5 litres dedans, donc c'est une petite capacité. J'en profite pour enlever les supports qui s'enlèvent franchement assez facilement. Alors je précise, le radeau était assez fin quand même, donc il s'est cassé, ce qui est pas très grave, de toute façon ça se détruit. Vous voyez sur le DQ les supports donc pré-supportés ont été nickel. Je mets un petit peu d'alcool IPA d'abord au spray pour enlever le plus gros de la résine, pour pas trop salir vite justement toute cette résine. Et je vous dis dès maintenant, un des problèmes au début ça a été, vous allez l'entendre, c'est de clipser. Voilà, de clipser tous ces petits clips du couvercle, c'est quand même très très dur, c'est assez difficile. Alors avec le temps ça s'améliore, mais voilà, il faut vraiment les mettre, et je vous le dis dès maintenant, faut pas en oublier sinon vous allez voir par la suite on met de l'alcool IPA partout. Et ouais, j'en ai même oublié un légèrement sur le côté. Voilà, ça c'est les petits trucs. Bon, parce que voilà ce qui se passe. Vous le voyez au niveau de l'écran, la machine tourne, ça agite directement comme ça l'alcool, et là vous voyez le bureau bouge quand même pas mal. Donc maintenant c'est terminé, toujours vérifier que le petit robinet est dans sa bonne position, on met le vide en dessous, on met le plein au-dessus, voilà, système un petit peu différent, et on va ouvrir le petit robinet sur le côté qui va permettre d'évacuer l'alcool IPA vers le bas. Et donc vous voyez, hop, on a même les petites bulles qui remontent. Pensez justement à ouvrir la pelle d'air sur le dessus, et l'alcool va se déverser. Le but étant de pas mettre les mains dans l'alcool IPA et de récupérer vos impressions sans des petits paniers ou pas. Alors j'ai envie de vous dire, on aime, on n'aime pas, mais surtout, vous voyez, je le montre dès maintenant, pensez à bien remettre vos robinets en position pour que ça se ferme bien, pour éviter des inondations d'alcool IPA. Ça a failli m'arriver. Donc là je ferme le petit clapet. Je déclipse l'ensemble, pareil, il faut mettre un petit peu de force, voilà, on secoue parce que on a mis de l'alcool IPA partout jusqu'en haut, et vous avez vos impressions. Et là, je suis un petit peu déçu parce que mon modèle DQ, j'ai, vous voyez, des restes d'alcool IPA et de résine qui sortent, donc ça a mal été nettoyé à l'intérieur. Le nettoyage intérieur est toujours un petit peu compliqué, mais mon modèle est vraiment beaucoup ouvert. Vous imaginez un modèle qui est à peine ouvert. Et en fait, le système, voilà, on tourne comme ça l'alcool, mais des fois les impressions restent d'un côté ou vont se balader ici et là. On va le voir donc par la suite. Donc voilà, nettoyage un peu obligatoire de faire plusieurs fois. Et donc ce que j'aime bien avec ces petites machines, et je rigole, c'est que voilà, les petites musiques de fin, voilà, ça fait c'est un peu rigolo, on peut pas la couper, c'est un peu dommage. Donc je refais mon process une deuxième fois. Maintenant je considère que mon impression est propre, je nettoie ça toujours avec un petit coup d'air comprimé. Vous voyez, c'est barré, j'ai rien cassé, aucun problème. Et maintenant je passe dans la machine de cure où je règle une température pour faire de la cuisson. Alors je précise, on peut aussi utiliser les paramètres qui vont avec la résine. Moi je l'ai fait à la main, vous voyez ici il y a la préchauffe qui se fait assez rapidement, et le côté UV commence même avant le début de la préchauffe. Alors vous remarquez le côté frontal, c'est hyper réfléchissant, on voit tout ce qui se passe dans la pièce, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous avez vu, j'ai ouvert, ça s'est arrêté, ça s'est mis en pause pour des raisons de sécurité, je relance. Franchement la machine de curing, elle est vraiment super top, elle marche très très bien. J'en suis quand même plutôt content. Il faudra juste faire attention à la garder très propre très longtemps, parce que on va perdre effectivement en efficacité.
Et au niveau de l'impression, franchement, c'est très très propre. Je suis habitué forcément à ces modèles-là depuis très longtemps. Ils sont quand même plutôt très précis, un petit côté spéculaire sur la résine, franchement, qui rend bien. Et donc, je dois forcément remélanger la résine avant de réimprimer à cause de la sédimentation. Et là, c'est un peu le problème de ces cartouches, ces systèmes-là, pas que chez eux, mais partout ailleurs. Il faut enlever la cartouche de résine, remettre le bouchon sans en mettre partout. Il faut remélanger la résine. Alors, je le fais à la main ou avec l'agitateur du système de nettoyage. Enlever le bouchon, remettre pour relancer vos impressions. Et là, je suis parti sur un modèle de Jinx fait par Alchemia Art, des Français. Franchement, je les salue, ils font vraiment du super taf qui a été préparé dans Litchi Slicer. Et donc, c'est le problème des écosystèmes un petit peu fermés. Donc, vous voyez le modèle entièrement pré-supporté. J'ai fait quelques corrections ici et là. J'ai exporté en STL avec les supports. J'ai importé ça dans le logiciel donc de Aegis, Blueprint Studio, pour voir un peu ce qu'il en est. J'ai juste slicé, j'ai lancé l'impression. Donc voilà, on peut très bien travailler ensemble. Donc là, je vous ai laissé un petit peu le bac monter et descendre, quand même 8 secondes et quelques entre chaque couche. C'est pas le plus rapide, on voit le graphique en dessous. Et les premiers plateaux sont sortis franchement très très propres. Vous voyez, c'est vraiment l'ensemble, c'est des gros modèles. Mes modèles pré-supportés ont vraiment tenu au niveau du plateau, aucun décollement. C'est vraiment, je dirais, assez impressionnant, mais une durée de print de 7 heures et 1 minute. Et petit passage, regardez les petites gouttes que j'ai ici au niveau de l'écran. Bah oui, quand j'ai voulu enlever l'impression, c'est un peu problématique. Le plateau remonte pas jusqu'en haut. Et c'est un petit peu dommage. Vous allez comprendre après que j'ai oublié quelque chose, donc c'est plutôt une erreur de ma part. Tout tient bien, comme vous voyez, au plateau, s'enlève assez facilement. Mes modèles pré-supportés avec cette résine, c'est pareil, ça s'enlève très très bien. Il n'y a plus qu'à remettre dans le système de nettoyage. Mais vous voyez, quand on met beaucoup, ça prend un petit peu de place. Là, je lance le cycle de nettoyage directement. Je me dis, tiens, je vais mettre plus fort pour voir. Oui, mais vous voyez, écoutez bien, on entend effectivement que ça secoue, mais que ça cogne partout. Donc là, j'ai arrêté la machine, j'ai changé la vitesse de rotation pour revenir à l'ancienne vitesse et j'ai relancé le process. Pareil comme tout à l'heure, je mets ça dans la machine pour le curing, mais je rentre pas tout. Bref, voilà les résultats d'impression, c'est vraiment nickel. Pour du 8K, franchement, c'est ultra beau, c'est très crisp, c'est vraiment très, quand je parle toujours de piqué comme en photo, les détails sont vraiment très très marqués, ça sort très très beau. Vous remarquez, j'ai quand même des gros doigts, on est quand même sur des petits prints, mes supports s'enlèvent sans aucun problème, vraiment pas de souci. Et vous voyez, c'est des supports faits ailleurs, donc c'est pas vraiment lié au logiciel, mais les paramètres de résine sont vraiment bons. Et d'ailleurs, je pense que je pourrais même encore un peu réduire la taille des pointes des supports, préparés avec Litchi. C'est vraiment propre, vous voyez au niveau de l'arme ici, tout se fait bien, les formes mécaniques. On a le petit grain au niveau de la partie arrière, il n'y a pas de déformation visible. Là au niveau des nattes, des tresses pour les cheveux, vous voyez, c'est quand même fin. Bon, visuellement, pas de déformation, c'est propre. Le pantalon sort vraiment très très bien, il y a du micro détail dessus. Et en 8K, souvent c'est un petit peu limite. Et là, pas du tout, tout est bien. Les petits pics au niveau de la ceinture, vraiment l'ensemble est très beau. Et l'emboîtement se fait sans aucun souci, ce qui est plutôt bien. Vous voyez les bottes, les petites accroches en dessous sont quand même très très fines. J'ai arraché mes supports, je les ai pas coupés, donc ça n'a pas cassé. Par contre, petit défaut, regardez ici les petites marques blanches, c'est à cause du système de nettoyage, car les modèles s'entrechoquent les uns contre les autres, ce qui fait que la résine marque aussi, là c'est les supports qui ont été arrachés, et ça se voit ici et là, notamment au niveau des espèces de petites boules sur les rochers. Bref, voilà. Mais par contre, à l'opposé, on peut imprimer des choses vraiment très très fines sans aucun souci. Et vous voyez, la base est quand même plutôt très très haute, mais on remarque vraiment ces impacts partout. Voilà un petit assemblage rapide de Jinx. Alors elle n'est pas collée, c'est juste posé pour des raisons de peinture par la suite. Donc vous avez bien évidemment le reste qui se trouve à ses pieds, faudra le coller. Mais bon, c'était histoire de vous montrer le modèle à peu près assemblé. Autre exemple, Maël de Clair Obscur, expédition 33, par Bullcommancer Sculpt. C'est pareil, un modèle franchement qui est plutôt top avec des détails et tout. Pareil, préparé dans Litchi Slicer. C'est un point qui est important. Il y a plein de modèles pré-supportés dans Litchi. Donc on est obligé de passer par l'exportation, d'avoir finalement presque 2 slicers. Voilà, les modèles importés, il y a le système multi-plateau, donc ça me permet d'avoir 3 plateaux au niveau de l'impression. Et je voulais vous dire pourquoi j'imprime à l'envers, parce que la potence de l'imprimante se trouve à l'avant du plateau. Et ouais, c'est très trompeur visuellement parlant. On a l'impression que l'avant est à l'arrière, mais en fait c'est le contraire. Bref, les impressions, je les ai enchaînées comme avant, aucun problème au niveau des différentes impressions, les gros morceaux, les petits morceaux. Et vous voyez là ici le décollement, il est très très haut, donc c'est pour ça que les impressions
l'impression prennent du temps. Il y a quand même, alors là la base est faite en 50 microns et pas en 30, je précise. J'ai fait les personnages en 30, les bases en 50. Toujours le même principe, faut nettoyer donc l'alcool, la résine, excusez-moi, et ça peut couler à côté. Pareil, le remplissage directement au niveau de l'alcool IPA, tout ne rentre pas dedans si on veut mettre éventuellement les supports. Vous voyez, l'agitation se fait dessus, on voit vraiment là le modèle. J'ai changé volontairement l'éclairage de la vidéo pour voir justement comment le modèle est agité à droite à gauche, ce qui est un peu dommage. L'autre partie de la base, c'est pareil, grand modèle, aucun souci. Et en fait, c'est ça que j'avais oublié, j'avais zappé complètement cet accessoire qu'on met sur le côté, comme ça, la résine peut couler, mais vous voyez, il faut se prendre dans le bon sens, sinon on est vraiment limite. C'est un petit peu dommage, surtout il faudrait que le plateau remonte déjà tout en haut à la fin de l'impression, c'est un petit détail. Mais bon, vous voyez, un gros modèle, c'est un petit peu compliqué. L'impression en elle-même, c'est comme tout à l'heure pour Jinx, aucun problème, la qualité est vraiment top pour cette résolution, comme quoi avoir un écran 16K, ça sert pas à grand chose, quand l'écran de 8K est de très bonne qualité. Les micro-détails sont là, vous voyez, au niveau de la surface, mais pareil, j'ai des petits impacts d'entrechoquement. Vous avez intérêt plutôt à avoir un grand raft qui colle tous vos modèles, on le verra tout à l'heure pour les miniatures, que d'avoir les pièces qui se baladent à droite à gauche. Et là, la résine, elle marque, ce qui est vraiment dommage, parce que ce système de nettoyage abîme tout simplement. Vous voyez, on le voit ici, c'est vraiment dommage. Ça abîme l'impression, alors que elle est capable de reproduire des micro-détails. Et vous remarquez, là, ici, c'est l'intérieur, protégé par les supports. Il y a vraiment ces micro-détails, c'est super beau. Et là, c'est beaucoup moins beau. C'est un peu dommage. Les supports s'enlèvent assez facilement. Pareil, aucun souci. L'assemblage se fait plutôt bien. Vous voyez, au niveau de la base, l'ensemble. Et ça fait quand même du modèle, je dirais, cool. Petit défaut, l'épée. Alors, c'est plutôt lié au support. Il n'y a plus vraiment de support. Elle n'est pas restée en place. C'est plutôt un défaut de préparation. Et voilà le modèle assemblé. Donc j'ai quand même des grandes mains, je vous rappelle, donc c'est relativement haut. Je précise, il n'est pas collé, c'est pour ça qu'il y a un peu de décalage. Pareil pour des raisons de peinture. Petite parenthèse, il y a aussi l'application mobile où on peut comme ça tout contrôler pendant l'impression. On a des notifications comme quoi l'impression est terminée au fur et à mesure, ce qui est assez pratique. On peut même voir ce qui se passe pour les machines de nettoyage, de curing. Donc voilà, l'écosystème est assez complet, il faut avouer là-dessus. Maintenant, on ne peut pas non plus piloter la machine de façon avancée, mais c'est quand même bien qu'en fait beaucoup de production d'avoir ce monitoring sous la main. Et là, j'ai installé le bac chauffant, mais qui peut aussi recevoir cet accessoire pulsant pour aider à décoller. L'installation est assez facile, il y a un câble électrique qui passe derrière. Ce petit connecteur, vous avez juste deux petites vis à mettre pour le positionner. Il y a les câbles. Alors attention à bien nettoyer votre écran avec des pec pads si vous avez des petites poussières. Voilà, il y a vraiment rien de bien compliqué. C'est dommage, j'ai pas le système pulsing, je peux pas vous le dire. Et vous voyez, la machine a bien détecté que le système de chauffe était là. Et maintenant, je passe à la résine PAF 10, qui est une résine plutôt ABS-like, avec un petit peu de côté flexible. Je vous le dis dès maintenant, elle déchire. J'ai utilisé donc pour ça des miniatures de Twin Goddess Miniatures, qui sont dans la librairie de Litchi Slicer. Alors moi, j'ai l'avantage d'avoir les fichiers, on va dire, originaux, histoire de voir des modèles un petit peu plus petits, et surtout, on va les préparer complètement dans le slicer, y compris faire le côté des supports. Donc j'importe les STL. La seule chose que j'ai fait avant, c'est de réorienter les différents modèles. Donc je pars sur la préconfiguration directement, sachant que j'ai précisé avant quelle était la résine que j'utilise, bien sûr. Voilà, donc je laisse tout par défaut. Je regarde les paramètres un petit peu avancés et tout, mais je n'ai touché à rien. J'ai vraiment fait la personne qui veut importer ses modèles, appuie sur un bouton. Les pré-supports sont faits. Alors ça a pris un peu plus de temps. Là, j'ai accéléré vraiment la vidéo. Ça a pris assez longtemps. Ce que vous voyez en bleu, c'est ce qu'on peut éditer, et ce qui est en jaune, c'est un peu la structure finalement de base sur laquelle s'attachent les supports. On regarde de près, ça a l'air assez correct. Honnêtement, je trouve qu'il y a un peu trop de supports. On pourrait en avoir un petit peu moins. Donc vous voyez, je regardais un ou deux ici. J'ai fait juste là pour la vidéo. Donc j'ai essayé de voir éditer, c'était pas très pratique. Finalement, j'ai enlevé les supports. Je regarde un petit peu au niveau de la barre de clipping. Alors on voit un peu au travers, ça pourrait être un petit peu mieux, franchement, pour la lisibilité. Mais bon, je me suis dit, je tente le diable. Et en fait, tout visuellement au niveau de l'imprimante, là, à ce niveau-là, tout est OK.
Et franchement, je me dis, c'est quand même plutôt cool. Et là, même en sortant, on se rend pas trop compte sur la vidéo, je me suis dit, j'aime bien la couleur de cette résine. Je précise le nettoyage, vous voyez, ça rentre pas entièrement dans le bac, c'est un peu dommage. Pendant que ça s'agite, je nettoie, je mélange ma résine et je me rends compte que cette résine a tendance à accrocher pas mal au film. Vous voyez, la spatule n'arrive pas à retrouver la transparence. Alors, c'est vraiment pas très très grave. Là, maintenant, c'est nettoyé et c'est pareil. Vraiment, je suis bluffé par cette résine. Elle est vraiment super top. Ça rend très très bien. J'adore le contraste que voilà, de la couleur avec le côté éclairage. Il y a vraiment les micro-détails. Et là, on se rend pas trop compte, mais en fait, c'est quand même assez flexible. On le voit, vous voyez l'accroche, d'ailleurs, le petit support commence à s'en aller. On n'est pas sur de la rigidité. Vous voyez, ça se décolle assez facilement. Alors, pas aussi facilement que d'autres. Pourquoi ? Parce que la résine, justement, est un petit peu flexible. Là, je fais en accéléré pour arracher ces supports. J'ai pas découpé. Je vous rappelle, normalement, on n'arrache pas les supports, on les découpe avec des pinces coupantes de précision. Donc là, le modèle le plus grand qui a plein de petits trucs à droite à gauche, je me suis dit ça va être un massacre. Eh ben non, franchement, ça s'est enlevé plutôt bien. Il y a des petites choses dans les cheveux et tout. Et là, vous voyez, c'est les restes de support. Voilà, ça veut dire que tout s'enlève bien. Là, j'ai l'ensemble des différentes petites miniatures, donc du 28 et du 75 mm. Il y a donc deux versions. La version un peu plus grande en 75 mm et j'ai aussi la version voilà, un peu plus petite. Vous regardez le côté flexible quand même de l'épée et tout. C'est vraiment, vraiment super top. J'adore. Les détails sont là. Alors, j'ai pas pris non plus un microscope électronique à balayage pour voir la qualité, mais c'est vraiment restitué. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à mettre un petit peu de sous-couche, à peindre l'ensemble, et voilà, on a quelque chose qui est un peu flexible. Alors là, je l'ai fait tomber de quelques centimètres, ça vaut pas grand-chose, mais ça a l'air quand même franchement plutôt bien au niveau des modèles. Alors je précise, tous les supports sont pas enlevés top moumoute, mais au moins histoire d'avoir un ordre d'idée, et c'est quand même franchement super encourageant pour ces petites miniatures. Vous voyez celle-là avec la petite la baguette magique qui est plutôt assez costaud, assez flex, donc c'est franchement un bon résultat. Et là, rien à voir pour dire, là j'ai une bouteille de résine vide, je l'ai gardée parce que je vais mettre de la PAS10, résine de production, effet mat, mais c'est pas la cartouche, donc tout simplement je vais transvaser d'une bouteille vers l'autre. Je précise, la bouteille de Ash Grey, je l'ai nettoyée à l'alcool IPA avant, histoire qu'elle soit propre, et je n'ai plus qu'à renommer tout ça directement sur la cartouche, et comme ça j'ai une nouvelle cartouche qui est utilisable pour le reste de mes impressions. Alors pour la conclusion, voilà, j'avais dit à l'introduction, je vais parler un peu plus tard de à qui est destinée cette imprimante 3D, même si je pense que vous commencez à vous faire une petite idée. Alors déjà, je vais commencer un point un peu d'ensemble. Excellente qualité de fabrication. Franchement, c'est vraiment génial, que ce soit autant la machine que les accessoires. C'est franchement super beau, ça fait hyper pro, hyper quali. Et justement, voilà, on est dans ce quali et pas le low cost, ce qui fait que ça justifie quand même le prix de la machine, qui est quand même plus élevé que la moyenne. Et aussi un point qui est important, je vois le côté concurrence et l'inspiration de Formlabs, qui reste en imprimante 3D résine de bureau vraiment la référence. Formlabs produit des machines de qualité dans un écosystème tout aussi fermé, qui est très très qualitatif, mais forcément à un prix premium. Ici, on est dans un domaine, on va dire, plus abordable, même si c'est quand même un peu moins abouti que le leader, mais ça va vraiment dans la bonne direction. Alors, vous avez vu, l'écosystème, il est complet, de l'imprimante aux solutions de nettoyage et polymérisation, en passant par le logiciel et les résines. Alors, il y a aussi un système optionnel pulsant pour faciliter encore plus le décollement des couches et gagner en rapidité et qualité. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais pour moi, en tout cas, ça montre un point qui est super important, c'est que Heygears a une volonté de faire de la R&D et pas forcément de l'assemblage juste de quelques composants pour proposer une machine. Et là, je reviens sur l'écosystème donc fermé. Ça a quand même des avantages. Alors, dans l'ensemble, franchement, tout marche et même franchement très très bien. La qualité d'impression, la simplicité, on se pose pas de questions durant tout le processus d'impression. Ce qui veut dire que pour les personnes allergiques à la complexité, tout est préconfiguré et donc il n'y a pas besoin de rentrer dans des détails avancés, en particulier au sein du slicer, même si vous pouvez prendre le contrôle dans certains éléments en cas de besoin. On choisit étape par étape quelques boutons à presser, et franchement, ça imprime sans faute. Mais cet écosystème fermé, il a aussi des inconvénients. Vous êtes condamné à utiliser leur résine
Alors, elles sont, pour celles que j'ai testées, en tout cas, plutôt bonnes. Et la dernière que j'ai utilisée pour ces miniatures, enfin dans la vidéo, ça m'a vraiment bluffé. Mais toutefois, si vous avez besoin d'une résine particulière, vous n'avez pas vraiment de solution, mis à part passer outre ces préconfigurations de résine existantes. Passer outre, c'est-à-dire il faudra espérer qu'une de ces préconfigurations marchera avec une autre résine en dehors de l'écosystème, ce qui n'est pas toujours garanti. Alors, toujours sur les résines, franchement, elles sont qualitatives, mais forcément plus chères que de la résine, on va dire, la résine low cost. C'est forcément à calculer dans votre budget d'impression. Et aussi, au passage, vous l'avez deviné, vous devez utiliser leur propre slicer. Alors certes, leur logiciel Blueprint Studio marche bien, je ne vais pas nier ce point-là, vous savez ma compétence dans les slicers résine, mais si vous êtes plutôt avancé, vous voulez avoir du contrôle, en particulier sur les supports manuels, ça devient franchement contraignant. Et sur les résines, que vous avez vu dans ce test, il y a très souvent que des préconfigurations de 30 et 50 microns d'auteur de couche, sauf que moi, par exemple, pour la validation de prototypes, je préférais des hauteurs de couche de 100 microns pour aller plus vite. Donc voilà, je sais que j'ai pas été trop bridé pour l'instant, mais je sais que ça va m'arriver. Et donc, je vais vous partager mon point de vue sur à qui est destinée cette machine avant d'aborder la liste des points positifs et négatifs. Alors, si la geekerie, la bidouillerie, c'est pas votre truc. Si vous voulez que ça imprime bien et point barre, vous êtes typiquement la cible de ce genre de machine. En gros, on réfléchit pas et ça roule. Alors, idem dans la continuité, si vous cherchez de la stabilité, la confiance aussi dans la machine, car votre sujet principal, c'est de produire de la production d'impression 3D sans avoir peur de l'impression ratée, c'est pareil, vous êtes vraiment cette cible idéale. J'ai vraiment raté aucun print avec, pas un morceau, rien que dalle. Ce qui veut dire que si vous êtes un professionnel, que ce soit donc de l'impression à la demande de la figurine d'un côté, ou alors de l'autre côté, prothésiste dentaire, bijoutier, designer produit, franchement, elle fera le travail pour vous, à condition, bien sûr, d'utiliser ces résines proposées, que ce soit celle dont vous avez besoin. Et il en va de même pour les utilisateurs exigeants sur la qualité d'impression, mais qui ne font pas se faire avoir sur cette course au K, donc des imprimantes 12K, 14K, 16K, et à qui la qualité, finalement, de la machine importe plus que le prix. Par contre, si vous cherchez les promos sur les résines tout le temps, vous attendez le Black Friday pour acheter une imprimante au moins cher possible, ou si l'impression 3D n'est qu'une curiosité et que vous voulez tenter l'aventure pour le fun, c'est peut-être pas forcément le meilleur choix. Et il en va de même pour les personnes qui impriment beaucoup de modèles, typiquement des modèles pré-supportés, et qui sont amenés à les modifier, transformer, ou alors les créateurs qui sont exigeants, qui veulent plutôt du contrôle. Et c'est vrai que passer d'un slicer X, on va dire, pour moi, Litchi Slicer, à un écosystème fermé, c'est quand même assez ennuyeux. Alors voilà, j'ai aussi des résines préférées qui je peux pas trop utiliser avec, et pour moi, c'est un sacré frein. Et il y a quand même toutefois, on va dire, un milieu, les personnes qui ont déjà de l'expérience en résine, mais peut-être qui ont eu malencontreusement trop de problèmes, qui ont eu la frustration, c'est peut-être une solution à considérer pour se réconcilier avec l'impression 3D résine. Et donc à vous de voir où vous vous trouvez et dans le doute, profitez des commentaires pour décrire vos besoins et voir ensemble si c'est peut-être une machine pour vous ou pas. Et maintenant donc les points positifs, alors autant sur la machine que les accessoires. Alors déjà, je l'ai déjà dit, en fait franchement elle imprime très bien, encore plus si on considère que c'est une machine avec un écran 8K. Je peux que adhérer à leur choix d'avoir donc pas forcément plein de cas, mais plutôt un écran à fort contraste, apportant une extrême précision qu'un écran 14K, 16K plutôt moyen. Et vous savez que dans certains tests, j'ai déjà parlé de ces écrans à haut contraste qui sont franchement tellement important. Et puis vous avez tout l'écosystème qui est franchement bien intégré, que ce soit le logiciel, à l'imprimante, les accessoires, en passant par la résine, l'application mobile, les notifications, franchement c'est la tranquillité et tout marche sans erreur. Ce qui veut dire que voilà, au niveau des impressions, j'en ai raté, comme je vous disais tout à l'heure, aucune. Franchement, c'est pour moi un point ultra positif et il ne faut pas l'oublier. Alors le système, petit détail, de remplissage automatique, bien qu'il soit le plus basique, il marche. Et vous savez à quel point je trouve ces systèmes en général bancal. Là, franchement, ça remplit le taf. Point barre. Alors petit bémol quand même classique, toutefois, il ne faut pas oublier de secouer la cartouche de résine avant nouvelle impression. Bon, il n'y a pas trop le choix, vous l'avez vu dans la vidéo avant. Et en parlant de résine, je peux pas franchement critiquer la gamme, même si c'est plutôt qualitatif. Et cette résine, j'insiste, mais utilisée pour les miniatures, franchement, elle m'a foutu une grosse claque. Elle est vraiment géniale. Je vais voir, je peux l'utiliser ailleurs, vraiment. Le slicer, donc bien que je le trouve moins agréable que les Litchi Slicer, alors spoiler alerte, c'est mon taf, n'oubliez pas. Franchement, il est quand même plutôt bon et propose toutes les fonctions essentielles
essentiel et n'importe quel débutant s'y retrouvera sans trop de difficultés. J'ai envie de vous dire, heureusement, au vu d'un écosystème fermé. La machine de cure, elle est très pro, elle propose de la chauffe, ce qui est top. Elle peut être réglée selon les profils de la résine, bien qu'elle ait peut-être un chouïa un peu petit, mais franchement, c'est anecdotique. Maintenant, je vais attaquer les points négatifs. Alors, l'écran 8K, je n'ai dit que du bien il y a quelques instants, mais il y a un petit problème. Il nécessite d'utiliser quand même de l'anti-crénelage, l'anti-aliasing, même si on est à la limite quand même de l'usage. Donc, toutes mes impressions, je l'ai activé à sa valeur minimum. Et il faut avouer qu'un écran un petit peu plus précis permettrait de gagner un peu en précision, en piqué sur des impressions, mais surtout sans activer l'anti-crénelage. Mais franchement, au vu de la qualité de l'écran, c'est un point vraiment mineur. D'ailleurs, j'ai été quand même plutôt étonné de la lenteur du slicing, donc en gros la partie exportation, pour une telle résolution d'écran. C'est pas la mort, on va dire, mais sur un gros print avec pas mal de couches, genre en 30 microns, il faut quand même pas mal attendre. Alors voilà, bon, c'est pas crucial, mais voilà. Au quotidien, franchement, la machine, elle est agréable à utiliser, sauf un point, vous avez peut-être vu donc dans le test, pourquoi le plateau, c'est une surface plane sur le dessus. Alors certes, c'est super design, c'est super beau, mais ça oblige à enlever la spatule à chaque fois, beaucoup d'excédent de résine en fin d'impression, et puis c'est le risque franchement d'en mettre partout malgré le petit accessoire pour éviter les écoulements. Alors, la machine de nettoyage, je pense qu'on aime ou on la déteste, et ça d'une façon radicale. Et je suis plutôt dans le second cas, c'est pas pratique, elle fait bouger toute la table, c'est un petit volume, ça abîme les impressions, et franchement, pour 430 €, non, pas du tout. En fait, le seul avantage que moi je lui vois, je l'ai montré donc dans la vidéo au moment, c'est le côté agitateur de résine. Et oui, il y a des résines, vous avez besoin de les agiter longtemps avant de travailler, donc c'est quand même le petit accessoire complémentaire. Et je reviens à la machine de cure, dont j'ai dit que du bien, mais 900 € le plateau tournant avec des LED et un chauffage et une belle boîte. Bon, j'ai conscience, je suis réducteur quand je dis ça, mais je vois pas en quoi ce prix est justifié. En gros, c'est 60 €. Enfin 60 € près, le prix de la Reflex RS Turbo, la machine imprimante 3D en elle-même. C'est tout simplement du n'importe quoi. Avouez que différence technologique entre les deux, j'ai vraiment du mal à comprendre que ça soit quasiment le même prix pour les deux machines. Et dans la lignée, le film donc du bac, il est franchement, enfin si vous voulez remplacer, ça peut arriver et ça va sûrement vous arriver, 80 quelques euros je crois, je trouve ça super cher pour un film NFEP, PFA. Et par contre, là j'ai le bac chauffant avec le film qui est dédié, j'ai pas trouvé de remplacement. Donc s'il faut changer le bac à chaque fois, ça fait cher. Donc ça, pensez à ce petit point quand même pris. Maintenant vous êtes professionnel, vous amortissez tout ça. Bon, je ne poserai pas de questions. Et pour finir sur ces points, celui qui m'étonne le plus, c'est la vitesse. La machine, elle est appelée turbo. Alors certes, elle est pas lente, mais c'est pas la machine la plus rapide. On est en moyenne à 8,3 secondes par couche, exposition et les mouvements compris, alors que le temps annoncé est plus près de 2 fois plus rapide sur le site internet. Alors franchement, pour moi, c'est pas un vrai point négatif, car je préfère de loin la qualité à la vitesse. Mais en fait, ça correspond pas, et de loin, en fait, ce qui est annoncé sur le site internet. Alors, j'ai posé la question à Gears. Ils m'ont dit que la vitesse de la turbo est environ 20 à 40% plus rapide que la version RS classique. Je peux pas comparer, mais bon, c'est peut-être pas aussi turbo que ça. Pour moi, l'intérêt de la machine, c'est vraiment son écran avant tout. Au final, c'est une machine que j'apprécie à utiliser, et bien que je puisse comprendre que des gens soient réfractaires aux écosystèmes fermés, pour avoir moi-même été dans l'écosystème fermé de Formlabs, je comprends effectivement, mais je comprends moi l'intérêt de ce genre de système, ça me parle beaucoup, surtout dans le cas où tout marche, et c'est le cas justement de l'écosystème de Gears. Mais voilà, je comprends ces détracteurs en fait à ces écosystèmes fermés qui veulent avoir le contrôle sur tout le processus, ou simplement qui veulent optimiser leur budget, et dans ce cas, c'est peut-être pas une machine effectivement pour eux. Maintenant, ce que j'attends comme évolution et qui pourrait être obtenu par mise à jour au logiciel, c'est quand même de pouvoir bypasser un tout petit peu certains points de cet écosystème fermé, avec en particulier le support des résines tierces. Car moi, je vois même pour des professionnels qui aiment bien cet écosystème-là, par exemple les gens qui font du dentaire ou la bijouterie, ils ont besoin de résines spécifiques que ne proposent pas, ou pas encore tout du moins, et Gears. Donc de pouvoir bypasser certaines petites choses, même si on perd quelques fonctions,
et bah franchement ce serait pas mal. Et j'espère que ce test vous aura plu, que vous aurez pu découvrir autre chose. Voilà, donc en attendant, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette machine, cet écosystème et tout en commentaire. Profitez-en pour me suivre sur les réseaux sociaux, le @polyworkshop, et si vous n'y êtes pas, rejoignez le serveur Discord de Polyworkshop. C'est franchement un lieu super, Discord en général d'ailleurs au passage, pour les personnes créatives, que ce soit pour l'impression 3D, la création qui soit plutôt 2D ou 3D, les graveurs laser, le fraisage, le dessin et bien plus. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus autour de ces univers sur la chaîne YouTube. Pas mal de choses franchement sans préparation, et surtout n'oubliez pas, le plus important c'est d'être créatif. Allez, des gros bisous, bye bye.